bonjour à tous ou rebonjour à tous. Bienvenue pour ce 30 minutes, j'allais dire, de pédagogie de la décarbonation et du fret ferroviaire avec SNCF Réseau. Et Hélène Vasseur, bonjour d'être avec nous aujourd'hui. Et deux témoins, deux acteurs importants qui vont nous aider à poser le paysage. Arnaud Desmonts d'ArcelorMittal qui en dirige la stratégie, notamment sous ses aspects logistiques, et Yannick Buisson qui est de FM Logistique et qui est, oui, peut-être il nous précisera exactement son rôle, mais c'est affiché. Alors voilà, donc tout va bien. Je ne vais pas perdre de temps parce qu'on n'a que 30 minutes et donc je voudrais aller assez vite sur deux thèmes successivement. Le premier, on va évoquer l'écosystème du fret ferroviaire. Quelles sont les relations entre réseaux, les chargeurs, les EF, quel intérêt pour le ferroviaire de développer très fortement ce fret. Et puis dans un deuxième temps, on verra quelles sont les conditions de développement des flux. On a vu ce matin que l'année 2023 avait été difficile, mais rebond, décarbonation, il y a plein de perspectives pour l'avenir. Alors je commence tout de suite par un client, par Arcelor et par Arnaud Desmonts, pour avoir quelques mots sur cette vision de cet écosystème du fret ferroviaire vu d'Arcelor, pour lequel c'est vraiment absolument décisif que d'avoir du fret ferroviaire vu la nature de vos marchandises. Oui, tout à fait. Donc effectivement, le fret ferroviaire, au moins pour ArcelorMittal, sur les usines françaises, ça représente un petit peu plus de 50% de nos expéditions, sachant qu'on produit à peu près, bon an, mal an, par an, un petit peu aux alentours de 7 millions de tonnes. Donc vous comprenez bien qu'a priori, c'est clé dans notre stratégie ferroviaire. On traite à la fois donc, du train complet et bien évidemment, on est un des premiers acteurs, si ce n'est le premier acteur, du wagon isolé. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, pour nous, le fret ferroviaire, c'est quelque chose de très complexe. C'est ancré dans nos gènes, mais c'est aussi aujourd'hui une relation de partenariat avec l'ensemble de l'écosphère, je dirais, du transport ferroviaire, qui vont depuis les transporteurs ferroviaires, les wagonniers, mais aussi SNCF Réseau pour la partie traitement du réseau. Jusqu'à présent, il y a quelques années encore, la partie réseau était la face immergée de l'iceberg avec très très peu de contacts, peu d'informations, peu d'échanges. Et on était souvent mis devant le fait accompli quand on avait un problème sur le réseau. Aujourd'hui, et je dois saluer effectivement une initiative de la part de SNCF Réseau, c'est de se tourner vers ses clients. Et ces clients, ce n'est pas uniquement les entreprises ferroviaires, c'est aussi les chargeurs. Et ça, c'est très appréciable. On a un dialogue maintenant très régulier avec Réseau. Ça nous permet d'anticiper des plages travaux et d'une certaine façon de mieux gérer aussi, nous, notre industrie, et qui est effectivement, qui s'appuie de manière très importante, comme je l'ai pu le préciser, sur le transport ferroviaire. Effectivement, vous avez raison, on oublie souvent de rappeler l'ampleur des tâches de SNCF Réseau. Effectivement, c'est un maître d'ouvrage, c'est un gestionnaire d'infrastructure, il s'occupe des sillons, mais il va aussi voir ses clients. Et les clients, depuis de très nombreuses années maintenant, ce ne sont plus simplement les opérateurs, mais ce sont aussi les commissionnaires, les chargeurs, etc. Tout à fait. Et ça, c'est effectivement une mutation qui est relativement récente et en tout cas, vu de notre point de vue, de chargeurs très appréciable. Hélène Vasseur, est-ce que vous pourriez nous rappeler un peu toutes ces fonctions et notamment l'évolution que vient de signaler et de rappeler Arnaud Desmonts, en quoi elle est importante pour GSA Infrastructure d'aller chercher comme ça des clients et des trafics? Alors déjà, merci beaucoup Arnaud on ne vous a pas payé, hein, je précise, pour ces mots qui montrent bien que notre intention d'être plus proactif vis-à-vis de nos clients, et pas que les entreprises ferroviaires, aussi les chargeurs, se concrétise et a des résultats. Déjà, un petit rappel, mais je pense que tout le monde le sait, mais effectivement, le fret ferroviaire, c'est un vrai atout dans la chaîne logistique des entreprises, de par son côté écologique. Je pense que vous avez tous les chiffres en tête, 9 fois moins de CO2 que la route, un mode de transport fiable et sécurisé, un mode de transport massifié, un train, c'est 40 camions. C'est toujours bien de se redonner ces chiffres qui sont bien connus. Et donc, c'est quand même, ça offre d'autres perspectives pour la société que
les projets de méga camions dont on peut entendre parler par ailleurs. Donc effectivement, on sent bien que depuis quelques années, les chargeurs et les logisticiens sont de plus en plus nombreux à vouloir faire du fret ferroviaire, en particulier sur le combiné, mais pas que. Hein. Mais malgré cet engouement, cette envie, on observe des idées reçues. Certains logisticiens, chargeurs peuvent nous dire quand même le ferroviaire c'est compliqué, et donc ils nous disent qu'ils ont besoin d'être accompagnés dans ce cadre-là. Donc justement, quel rôle nous on joue là-dedans? Eh bien, déjà, le rôle classique de SNCF Réseau, c'est l'entretien, la régénération et le développement du réseau. Donc, on fait en sorte de mettre en place pas mal de projets qui permettent de développer la capacité sur le réseau. On investit dans les infrastructures fret en particulier, que ce soit les capillaires, les terminaux de transport combinés. Donc, on est à 140 millions d'euros par an. Donc, on est sur des chiffres qui sont en très, très forte croissance. Et puis, on améliore notre qualité de service, que ce soit sur la ponctualité des trains fret, hein, qui est quand même reste un axe d'amélioration, on le sait, et sur l'attribution des sillons. Et donc, effectivement, le rôle de réseau, c'est d'être une entité qui garantit un accès équitable à l'ensemble des clients au réseau, et donc d'accompagner non pas juste les entreprises ferroviaires, mais aussi les chargeurs, les logisticiens. Donc, accompagner ceux qui ne font pas ou ne font plus depuis un certain nombre d'années du ferroviaire, et donc leur faire commencer leur première circulation, leur faire passer un peu les premières étapes pour passer le cap, voilà. Et puis permettre aussi à ces chargeurs et entreprises de développer leur flux. Merci. Yannick Buisson, vous avez une particularité. Alors qu'on voit un peu partout en France fleurir des zones logistiques à proximité des autoroutes, vous avez construit d'une certaine façon votre logistique à proximité du réseau ferroviaire. Ça veut dire que vous y croyez au ferroviaire? Alors, effectivement, quand on construisait nos entrepôts il y a très longtemps, en 82, le premier entrepôt, et c'était un de nos critères, c'était qu'ils soient embranchés fer. Donc nos 5 ou 6 premiers entrepôts en France étaient tous embranchés fer. Et puis l'histoire a montré qu'ils ne voyaient pas beaucoup de trains, pour plein de raisons. Soit parce que la marchandise n'était pas mise sur les trains, soit il n'y avait pas de service, soit il y avait de moins en moins de wagons isolés, ou plus. Et donc on se retrouve avec des beaux embranchements, qui sont toujours beaux, et qui aimeraient bien voir des trains. Et donc on a décidé de réactiver. Alors après on a arrêté d'embrancher fer, malheureusement. Mais très clairement, aujourd'hui, c'est un moyen d'accompagnement de nos clients, et on sait que dans la décarbonation des supply chains, il faut être au barycentre des flux, il faut massifier, et cette massification, qu'elle soit en camion et encore plus en train, elle a des impacts de CO2. Donc très clairement, il y a dans les moyens actuels de décarbonation massif, c'est le train. Et donc nous, pour accompagner nos clients, effectivement, on se dit que une des premières actions, c'est déjà de réactiver nos embranchements, nos fameux ITE. Donc là, on a besoin de support. C'est pas toujours simple. Il suffit pas de se dire, tiens, ça tombe bien, j'ai des rails, le train va pouvoir arriver. Et donc, très clairement, il y a des contacts qui ont été réactivés pour ça, pour nous accompagner et finalement refaire une force, un atout commercial pour attirer des clients. Et puis ensuite, du combiné, bien sûr, sur les flux de nos clients. Donc oui, très tôt, on avait cette ambition de se dire il faut que nos sites soient embranchés fer. Malheureusement, ça a perdu de l'intérêt et ça retrouve de l'intérêt maintenant. Et donc, on va utiliser les infrastructures existantes. Avec des investissements nécessaires, vous disiez pour les ITE, vous les trouvez? Est-ce que vous avez des appuis en dehors du réseau avec des collectivités locales, avec des partenaires? On est accompagné déjà sur comment on fait pour réactiver un ITE. Donc ça c'est déjà important. Parce que c'est pas aussi simple que ça. On s'improvise pas spécialiste de ces sujets-là. Et puis ensuite, il y a des programmes effectivement portés par l'ADEME sur du report modal qui accompagne dans ces coûts, ces investissements, ce report modal. Donc aujourd'hui, il y a des dispositifs. Il faut être bien accompagné, il faut les connaître, il faut savoir comment on y accède, mais c'est possible. Vous avez combien de zones logistiques qui sont embranchées et qui peuvent retrouver des couleurs ferroviaires? On a dû en construire 6. Bon, c'est toujours 6. J'entendais ce matin sur une autre table ronde qu'en fait, il y en avait plein partout. Donc, plutôt que de réinvestir massivement dans des nouvelles infrastructures, on pourrait déjà
réentretenir ou réactiver les infrastructures existantes. Et donc si on s'y met tous et qu'on partage un réseau qui, je crois, est l'ambition ou les possibilités, ça devrait pouvoir aller plus vite que de construire des nouvelles infrastructures. Alors justement, on en arrive à cette question de développement de l'activité de fret ferroviaire. Arnaud Desmonts, cette question des plateformes, notamment pour le combiné, est absolument décisive pour augmenter les parts de marché. Alors effectivement, dans le cas particulier d'ArcelorMittal, je dirais qu'aujourd'hui, même s'il y a toujours des progrès à faire, en particulier sur la partie wagon isolé, où on peut encore remettre quelques wagons supplémentaires sur le réseau, on atteint une asymptote. Et donc le seul moyen pour réussir à vraiment redévelopper, redynamiser encore un peu plus le fret ferroviaire, ça passe sur l'utilisation de plateformes, alors que je vais appeler multimodales, permettant de mailler réellement le territoire français. Aujourd'hui, les produits qu'on transporte, c'est très simple, c'est des bobines d'acier qui pèsent simplement 20 tonnes. Donc effectivement, les infrastructures pour pouvoir bouger ce genre de produits existent quelque peu de manière parcimonieuse sur le territoire. Il y a grosso modo sur la France 6 plateformes capables de gérer ces produits-là de manière, je dirais, industrielle. Néanmoins, et donc on a travaillé depuis maintenant de nombreuses années sur 2 options. C'est soit je mets mes produits dans des systèmes multimodaux, et à ce moment-là, j'aurai une boîte à bouger. Et ça, le réseau français, il y a un certain nombre de plateformes qui existent. Mais dans les faits, c'est très peu rentable pour nous, parce qu'au mieux, on met une bobine dans une boîte, et donc on est significativement sous-chargé, et donc le coût devient exponentiel. L'alternative, c'est de dire des wagons conventionnels, on en a beaucoup. La plupart des trains multimodaux circulent finalement à des vitesses commerciales qui sont tout à fait compatibles avec nos wagons conventionnels. Par contre, c'est les points d'arrivée. J'arrive, moi, sur des cours de fret, sur des plateformes sur lesquelles on ne saura pas manutentionner mes produits. Et donc, l'objectif, c'est, voilà, et ce que vous disiez, c'est comment on arrive à mailler le territoire français de telle sorte à avoir ces points de relais qui sont réellement des relais de croissance. Nous, on peut estimer qu'on a 15 à 20% de report modal ferroviaire possible si on sait transborder nos produits d'un wagon conventionnel vers un camion pour faire le last mile. Parce que compter sur la réhabilitation significative et à marche forcée de nos clients ou des ITE de nos clients qui ont été désaffectés depuis de nombreuses années, j'y crois pas trop. Donc votre problème, c'est plutôt le point d'arrivée. Exactement. Vous êtes en état de marche dans vos différents sites de production. Tout à fait. Et nos sites sont de manière date de quelques années et donc ont été construits vraiment dédiés évacuation en mode ferroviaire. Aujourd'hui, j'ai de la capacité en transport ferroviaire, j'ai plus de capacité sur le transport camion. Et donc, voilà, utilisons ce qui est disponible. Et d'ailleurs, vos sites sont très pérennes. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que vous avez réussi l'exploit de convaincre Bercy de vous aider, notamment sur cette fameuse ligne du Massif central qui est devenue si décisive. Tout à fait, oui, pour vous parler de l'alimentation du site d'ArcelorMittal Saint-Chély, donc avec effectivement un support très important de l'État et de SNCF Réseau sur la réhabilitation de cette ligne entre Neussargues et Saint-Chély. Alors justement, SNCF Réseau reste évidemment au cœur de ces développements. Hélène Vasseur, ça nécessite de mettre en musique absolument toutes vos compétences, de maître d'ouvrage, de formation, d'accompagnement, de responsable des terminaux, etc. Tout à fait. Et je voulais déjà, avant de développer effectivement un peu comment on met tout ça en musique, redire pourquoi en fait on ne se contente pas d'accompagner les entreprises ferroviaires, mais aussi les chargeurs. C'est que les deux sont complémentaires. On a une vraie plus-value pour accompagner les chargeurs, surtout ceux qui ne font pas ou plus de ferroviaire. Est-ce qu'on peut leur permettre assez en amont d'étudier la faisabilité de leur projet, quel que ce soit comment ça se passe sur le réseau, est-ce qu'il faut plutôt faire de la complémentarité avec un autre mode, est-ce qu'il faut quels horaires il faut étudier. On a ce sujet qu'on a déjà effectivement un peu évoqué, qui est aussi une compétence de SNCF Réseau en lien avec nos collègues de l'immobilier. C'est de regarder quels sont les fonciers disponibles pour les flux qui peuvent intéresser les chargeurs.
et comment on fait en sorte de mieux connecter ce foncier au réseau. Donc on retrouve ici les sujets d'ITE, de cours de marchandises ou autres. Et vous en avez du foncier, hein? Oui. Vous en avez. On en a, effectivement. Après, c'est un sujet complexe aussi, donc voilà, je ne m'étendrai pas là-dessus. Mais on a aussi ce sujet qui fait la force de SNCF Réseau, c'est de pouvoir former les chargeurs au fret ferroviaire, comprendre les fondamentaux, parler le même langage, comprendre aussi les contraintes de chacun. Et donc, effectivement, on a mis en place depuis quelques années déjà un certain nombre d'actions qui se sont renforcées ces derniers mois. Je commencerai par, justement, on parlait de formation, par reparler de ce sujet qui est important pour nous et qui semble être quand même un vrai succès, puisqu'il y avait je ne sais pas si c'est une table ronde, mais en tout cas une intervention ce matin de mes équipes que je salue sur cette formation aux fondamentaux du fret qui a eu apparemment succès. Donc ça montre aussi, en restant objectif, c'est important, un peu un thermomètre de l'intérêt que le secteur apporte à ce sujet. Et puis bon, on voit bien qu'il y a un vrai besoin de démystifier toujours le fret ferroviaire, hein, pour ceux qui en font pas ou plus, pour bien comprendre quels sont les caps à franchir pour permettre aux entreprises de se lancer. Ensuite, on a mis en place aussi depuis l'année dernière des événements qu'on appelle maintenant Régiofret, qui sont, comme leur nom l'indique, plutôt des événements en région, pour permettre de rencontrer les industriels, les chargeurs, les logisticiens, et donc d'écouter les besoins de nos clients, de promouvoir le fret ferroviaire avec l'ensemble de la filière. Donc, il y a eu quelques événements de ce type déjà l'année dernière, et le prochain a lieu à Lyon le 11 juin. Donc voilà, ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à venir nous voir pour pouvoir être présents ce jour-là. Puis on développe également un certain nombre de prestations, de services, hein, pour pouvoir aider les chargeurs à dimensionner leurs besoins en flux ferroviaire. Je pense aux études horaires, aux études de faisabilité, à les études de gabarit, hein, qui sont aussi un sujet parfois compliqué. Et donc nos directions territoriales aussi sont bien le relais de tous ces sujets-là avec les chargeurs. Sur le foncier, puisque vous en parliez, bon, effectivement, on essaie de profiter du fait que on a du foncier disponible et qu'à côté, la France se réindustrialise quand même petit à petit. Et on doit aider les chargeurs à travailler leur implantation et comment elles peuvent être reliées au réseau ferré. Donc on a quelques exemples récents. Par exemple, sur les sites de transport combiné, on étend les capacités des sites existants. Et on incite à la création d'autres sites. On pense par exemple à ce qu'on appelle dans notre jargon le TOP, le Terminal Ouest Provence, qui est situé à côté de Miramas, hein, qui a un succès récent pour promouvoir cela. On a aussi tout notre réseau de cours de marchandises. Il y en a quand même 350 en France et qui peut être cédé ou mis à disposition pour construire des plateformes multimodales et permettre justement ce lien entre le camion, entre la route et le ferroviaire. On a un exemple également récent en Nouvelle-Aquitaine, d'un site qui s'appelle Puyot, qui a été mis à disposition de Géodis pour en faire un site de transport combiné sur des montants en plus qui sont restés tout à fait raisonnables. Donc vous parliez également de notre compétence en matière de maîtrise d'ouvrage, on la retrouve ici. Et donc maintenant, il y a 2 allers-retours par semaine qui se font pour Géodis depuis ce site. Et donc enfin, on accompagne également les entreprises qui souhaiteraient activer des ITE. Yannick on a parlé, on a bien d'autres exemples, notamment avec Stellantis dans le Nord, sur le site d'Ordain. Et c'est aussi, vous savez, on entend parler dans la presse pour développer leur flux ferroviaire sur le transport d'utilitaires à hydrogène. Donc ça fait quand même tout un fil rouge décarbonation qui a vraiment du sens. Et puis on travaille également avec le groupe Siminio en Nouvelle-Aquitaine, qui a été inauguré en 2018 sur une ITE. Et donc voilà, pour conclure là-dessus, on essaye vraiment, côté réseau, de jouer un rôle d'apporteur d'affaires aussi par rapport aux chargeurs pour porter le développement du fret. Merci beaucoup d'avoir rappelé toutes ces actions. Yannick Buisson, ce matin, lors de la présentation du baromètre Eurogroupe AUTF, il a été assez évident que les chargeurs regrettaient qu'il n'y ait pas davantage de mutualisation. On a aussi parlé des commissionnaires. Arnaud Desmond disait tout à l'heure que c'était quand même plus simple de
de travailler ensemble pour des trains. Et donc les trains complets, ça n'est pas accessible à tout le monde. C'est un des axes importants, selon vous, du développement du fret ferroviaire, que d'arriver à mieux mutualiser? Alors, j'allais dire, depuis toujours, la mutualisation est un sujet en logistique et en transport. Et c'est d'autant plus vrai quand on parle de train. Nous, on a la visibilité de nos flux, généralement des flux de nos clients. On en exploite une partie, d'autres. Je dirais qu'il faut nous rendre l'accès plus facile à... On ne connaît pas tous où sont les embranchements, on ne connaît pas, on connaît pas tous Barenton, Top, etc. Donc, je ne sais pas, je pense qu'on aurait un MAPI en disant, tiens, mon entrepôt, il est là, mon client, il est là, par où je passe. Quand vous prenez le métro, c'est ce que vous faites. Bon, déjà, ça donnerait une idée de se dire, tiens, c'est possible. Deux, on est dans le transport, quel que soit le mode, dans un déséquilibre de flux. Souvent, on a un sens, mais on n'a pas obligatoirement de retour. Donc déjà, en transport, c'est pénalisant. En train, c'est encore pire. Et donc, mettre en relation des entreprises qui ont des flux dans un sens et dans l'autre permettrait de créer cette régularité. Alors, quand on a des bobines de 20 tonnes, c'est plus compliqué, mais quand on fait des palettes de 500-800 kilos en ambiant, c'est possible. Et donc, toute cette partie data, plateforme, j'ai un flux dans un sens, qui a un flux dans l'autre sens, et la mise en relation, ça aiderait aussi les entreprises. Et donc voilà, on a besoin d'être accompagné sur cette cartographie, sur les possibilités de massification et surtout de retour pour pouvoir aussi accélérer et faciliter. Donc ça, c'est effectivement des choses sur lesquelles on travaille et aussi avec nos clients ou d'autres entreprises et réfléchir à comment on crée ces boucles-là. D'autant que les chargeurs n'ont pas tous les mêmes impératifs. Certains veulent aller vite, d'autres n'ont pas d'impératif de temps extrêmement fort. Certains ont des vrais soucis de stockage, d'autres un peu moins. Donc il faut arriver à mixer tout ça. Ça, c'est la deuxième évolution qui est naissante, en tout cas dans les réflexions. On est tous sur des contrats classiques, 24-48 heures, quel que soit d'ailleurs le besoin. C'est le standard, on veut avoir nos produits et c'est des engagements qui sont pris. Un premier travail à faire certainement sur est-ce qu'il n'y a pas des flux qui, en 3 jours, en 4 jours, en 1 semaine, ça fonctionnerait aussi. Finalement, j'ai du stock, je peux attendre 3 jours de recevoir ma marchandise. Et donc, c'est autant d'opportunités supplémentaires de massification et donc de report modal. C'est clair, quand vous voulez faire du tout de France, et je ne parle pas de l'Europe, en 24, en 48 ou en 72 heures, déjà on se dit, on va peut-être mettre ça dans un camion, on est à peu près sûr que ça va arriver de l'autre côté en 24 heures, en 48 heures. Et donc, il faut ralentir un certain nombre de flux. Tous les flux ne sont pas nécessairement à livrer en 24-48 heures, mais ça veut dire qu'il faut faire évoluer les contrats entre les fournisseurs et leurs clients et les opérateurs. Mais si on ralentit les flux, c'est d'autant plus d'opportunités de massification. Se posera la question on voit bien que toutes les usines ont été poussées au maximum pour produire, ce qui est normal. On a externalisé les entrepôts. S'il faut tamponner 2-3 jours de la production, et donc là aussi, il faut trouver des solutions. Mais le ralentissement des flux favorisera la mutualisation et donc le report modal. Ce qui apparaît dans le dialogue, là, c'est que vous demandez tous, vous évoquez tous d'une certaine façon la souplesse, de la réactivité, de l'adaptation au flux, aux besoins des chargeurs, et évidemment au réseau qui est en évolution. Il y a des travaux de ça. C'est Arnaud Desmonts, ça vous semble attelé de cette souplesse du ferroviaire? On a longtemps dit que le ferroviaire c'était tellement lourd que il fallait l'envisager des années à l'avance. Là, semble-t-il, il y a des facteurs de souplesse? Alors oui, je rejoins sur la partie facteur de souplesse. Par contre, il y a quand même un point qui me semble important, c'est la fiabilité. C'est-à-dire qu'effectivement, et je vous rejoins tout à fait sur le fait qu'on n'a pas nécessairement besoin de pouvoir traverser la France en 24 heures tous les jours que Dieu fait. Par contre, si on dit que c'est 48 heures ou que c'est 72 heures, il faut que ça soit 48, 72 heures de manière fiable. Et aujourd'hui, c'est quand même aussi une difficulté qu'on a, c'est qu'un coup on va faire 24, un coup on va faire 96 heures. Et donc ça aussi, ça aide pas à donner confiance dans ce mode de transport. Et effectivement, ralentir une partie de notre supply chain de livraison n'est pas nécessairement un problème majeur. Par contre, il faudra que ça soit fiable.
C'est le principal mot d'ordre. La fiabilité, pas forcément la vitesse à tout prix, mais la fiabilité et tenir les engagements. Bien sûr, je pense que la fiabilité, ça reste le mot d'ordre pour l'ensemble du fret ferroviaire. Après, je pense quand même que les besoins sont légèrement différents en fonction du type de marchandise. J'étais côté fret SNCF avant, donc je me permets de prendre mon ancienne casquette, parce qu'on s'est posé toutes ces questions. On voit bien qu'il y a des secteurs comme le secteur céréalier qui, lui, va plus être sur un besoin, et on l'entend bien, vraiment de souplesse. Puisqu'ils ne savent pas forcément quand la campagne sera terminée, quand est-ce qu'ils vont pouvoir sortir les céréales du silo. Et là, il faut beaucoup de flexibilité. Et c'est là où les équipes de réseau doivent être réactives et essayer de l'être au maximum pour pouvoir tracer les sillons qui vont bien en dernière minute. Il y a d'autres secteurs comme le combiné où on est vraiment sur une exigence de fiabilité et de transit time, j'ai envie de dire encore plus, parce que c'est le secteur qui est le plus compétitif vis-à-vis de la route. Donc, s'ils perdent 2 heures vis-à-vis de la route, ça va basculer sur la route. Et puis, il y a des secteurs très centraux comme la sidérurgie et d'autres secteurs où ça reste quand même la fiabilité qui reste le mot d'ordre, mais qui finalement emporte aussi le reste. Arnaud ? Oui, je vous rassure quand même, le lead time a quand même son importance parce qu'effectivement, il y a fiabilité dans un délai raisonnable. Vous confirmez, vous me rassurez. Vous confirmez tous les deux que la décarbonation, c'est définitivement un axe majeur et stratégique pour vos entreprises ? On est tous sur le sujet, comment nos entrepôts sont neutres ou contributeurs et producteurs d'énergie, comment avec nos clients on décarbone et quels sont les moyens de report modal, c'est de toute manière enclenché et c'est les solutions effectivement les plus fiables et les plus accessibles qui vont gagner. Arnaud ? Je ne peux que confirmer. Dernier élément, il semble, et on l'a vu ce matin, que les acteurs de la grande consommation, de la grande distribution s'intéressent de plus en plus au fret ferroviaire, notamment, j'avais une petite arrière-pensée, parce qu'il faut décarboner leur logistique, parce que ça va devenir important, y compris pour l'utilisateur final. Il va peut-être apparaître des notations sur les produits. Comment vous voyez arriver ces nouveaux acteurs ? C'est bien parce que finalement, ça va accentuer finalement l'intérêt du fret ferroviaire ? À partir du moment où on sera plus à pouvoir remettre des wagons, typiquement, on a un vrai problème. La décroissance depuis de nombreuses années de la part, par exemple, du wagon isolé, fait qu'on a moins de fréquences. Comme on a moins de fréquences, on est moins enclin à remettre des wagons. On n'a pas le service. Donc voilà, c'est vraiment le cercle vicieux. À partir du moment où on a plus d'acteurs qui viennent sur ce marché du wagon isolé, qui peut être aussi sur du multimodal, on augmente nécessairement les fréquences. Et à partir de là, la possibilité de service. Donc, OK, au contraire qu'ils y viennent. Yannick ? C'est un métier de flux et de réseau. Plus il y a de flux, plus il y a de possibilités. Et plus on investit, plus on remet des caisses, etc. Donc, plus il y aura de monde, plus il y aura de possibilités, ça fiabilisera, etc. Donc, bien sûr que plus il y a d'acteurs qui s'y intéressent et qui remettent des flux, plus c'est facteur de développement. Un dernier mot. Oui, je dirais quand même juste un tout petit point, c'est qu'effectivement la situation actuelle est assez paradoxale. C'est-à-dire que simultanément, on a une hausse quand même assez significative du coût du fret ferroviaire et aussi des prix sur les wagons de fret qui augmentent de manière très significative. Donc on est quand même à un moment où faire le choix du mode ferroviaire, il faut avoir confiance dans l'avenir et dans la capacité effectivement à faire bien fonctionner tout cet écosystème. Le mot de la fin, Hélène, puisque vous étiez à l'initiative de cet échange. Merci, et merci à Arnaud et à Yannick pour vos témoignages. Je voulais effectivement aussi conclure en disant que on est là pour accompagner tout ce développement de flux. On pense aussi que ça ira vers plus de mutualisation, donc plus de rotation, donc vers un système plus vertueux et un développement de la part modale du ferroviaire, puisqu'on se rappelle quand même que on n'est que à 9%, ou 10% dans les bonnes années. Donc on a besoin d'augmenter la part du gâteau. Et ça fera aussi baisser les coûts, les prix, et ça sera bénéfique pour tout le monde. Merci à tous. On finira là-dessus, sur les marges de progrès. Merci à tous les trois. On verra une autre fois des sujets peut-être un peu moins consensuels. Mais là, c'était l'objet, c'était de dire, voilà, le fret ferroviaire, ça peut intéresser de très nombreux chargeurs parce qu'il évolue dans ses process, dans ses méthodes et dans la façon dont il s'adresse à tous. Merci à tous, bonne fin de journée, à très bientôt.